des points qui appartiennent à notre chemin optique. Là, il s'agit d'une courbe curviline. Donc ça, c'est une courbe curviline. On va la déterminer ou disons, essayer de suivre son évolution dans l'espace par l'intermédiaire de l'abscisse curviline S. Elle sera déterminée par S. OK? Tout en sachant qu'on peut toujours trouver les coordonnées spatiales de chaque point appartenant à notre courbe. Donc ça, c'est l'abscisse curviline. Ça, c'est une courbe. Et on suit son évolution en utilisant l'abscisse curviline S. Alors maintenant, si on veut prendre une petite parcelle de cette courbe, ça veut dire que je vais prendre, par exemple, je vais prendre ici toute une petite parcelle. OK? Alors, cette petite parcelle, je peux l'écrire sous la forme ds. OK? Alors, si je multiplie ds par ns, l'indice optique du milieu au point S, là au point dont l'abscisse curviline est S, donc j'aurai L AB, la DL AB. J'obtiens une variation infinitésimale du chemin optique. Donc ça sera DL. OK? Donc DL, c'est NS fois DS. Or, DL ici, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la variation infinitésimale selon la courbe qui relie A à B, tout en supposant que cette courbe représente le vrai chemin optique. OK? Or, d'une manière générale, la dérivée dl, on peut l'écrire sous la forme suivante. dl, c'est le gradient de L fois dr. Avec dr, c'est le vecteur position infinitésimale. C'est la variation infinitésimale du vecteur position. Et le gradient de L, par définition, c'est la dérivée partielle de L par rapport à x fois i, plus la dérivée partielle de L par rapport à y fois j, plus la dérivée partielle de L par rapport à z fois k. Voilà. Ça, c'est le gradient de L. Alors maintenant, prenons la relation qu'on a établie ici, ça veut dire dl égale ns ds. Elle nous permet aussi d'écrire que dl sur ds elle est égale à ns. Elle est égale aussi au gradient de L fois scalaire dr sur ds. Or, dr sur ds, par définition, ça, une variation infinitésimale du vecteur position par rapport à l'abscisse curviline, ça c'est par définition la tangente. Donc ça, on peut remplacer ça par la tangente que je vais noter U. La tangente U, le point S. OK? Donc ça c'est U. Ça c'est U. Donc je peux écrire que ns, elle est égale au gradient de L fois la tangente U. Et puisque U c'est une tangente, ça veut dire que c'est un vecteur unitaire. Ça veut dire que U carré, elle est égale à 1. Donc je multiplie des deux côtés par U et je me retrouve devant ça, devant ce résultat. ns U égale gradient de L.
Alors maintenant, si je dérive par rapport à l'abscisse curviligne, qu'est-ce que je vais obtenir? J'obtiens ceci. La dérivée de NSU par rapport à ds, elle est égale à la dérivée par rapport à ds du gradient de L. Alors, gradient de L, on a le gradient, on a l'opérateur nabla, c'est un opérateur de dérivation par rapport aux coordonnées du référentiel, ça veut dire par rapport à x, y et z. Tout il ne dépend pas de S. Donc je peux interchanger le rôle de nabla avec l'opérateur de dérivation par rapport à l'abscisse curviligne. Donc j'aurai en fin de compte égal à gradient la dérivée de L par rapport à ds. Ce qui me mène à l'équation des rayons. Le gradient de n, il est égal à la dérivée par rapport à l'abscisse curviligne de NSU. Et ça, c'est l'équation des rayons. Voilà. Alors maintenant, on a pu établir l'équation des rayons. Alors voyons quelles sont les conséquences directes de cette équation. Alors prenons le cas où le milieu il est homogène. Alors dans le cas où n, s est constante, ça veut dire milieu homogène. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? J'aurai la dérivée de ns par rapport à... alors attendez, donc on a dit que milieu homogène, je m'excuse, là j'ai pu commettre une petite erreur. Milieu homogène, ça veut dire que nr égale constante. Oui. nr égale constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gradient de n, il est égal au vecteur nul. En d'autres termes, la dérivée par rapport à l'abscisse curviligne de NSU, elle est nulle. Ce qui nous permet d'écrire que NSU, elle est constante. Et on a dit que NS ne dépend pas de la position spatiale, ce qui nous mène à U égale constante, et cela nous mène à ce que le vecteur directeur est constant, et par conséquent la trajectoire de la lumière est rectiligne. Voilà. Donc le résultat qu'on dérive de ça, c'est que la lumière, pour se propager dans un milieu homogène d'un point A à un point B, alors il va suivre une trajectoire linéaire. Voilà. Ça, c'est pour aller du point A au point B. Alors maintenant, on a dit que selon le principe de Fermat, le chemin optique, il est, disons, stationnaire. Il ne change pas. Donc si on inverse la direction de propagation, qu'est-ce qu'on aura? Pour aller de B à A, le chemin optique emprunté, ou le chemin emprunté par la lumière est le même que celui pour aller de A à B. Donc ce qui nous mène à
disons, à l'établissement de ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. Parce que ça, c'est pas seulement dans le cas où la trajectoire elle est rectiligne, quel que soit le type de la trajectoire, on aura ce principe pour la simple raison, c'est que la solution de dl égale à 0, ça veut dire le chemin est stationnaire, elle est unique. On va trouver un seul chemin qui répond à cette contrainte. Voilà. Donc, et ce principe, il est très utile, surtout lorsqu'on va aborder le sujet de la formation des images par les systèmes optiques. Donc, on va voir comment exploiter ce principe de retour inverse. Alors maintenant, on a tous les ingrédients pour traiter le comportement de la lumière lorsqu'il passe d'un milieu optique à un autre. On sait que tant qu'on est dans le même milieu, la lumière va emprunter toujours une trajectoire rectiligne, mais une fois on se trouve devant une interface de séparation, ça veut dire que je vais passer d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice N2, or les choses vont un petit peu changer. On va voir est-ce que le type de la trajectoire va changer aussi, ou là, est-ce qu'on aura seulement un changement de direction. Or, pour répondre à ceci, considérons deux milieux optiques séparés par une interface qui a une forme géométrique quelconque. Donc, je vais la tracer comme ça. La formule est totalement arbitraire ici. Et je vais la noter sigma. Ça, c'est l'interface de séparation. Alors, supposons qu'on a ici un milieu d'indice N1. Et là, j'ai un milieu d'indice N2. Et prenons un rayon lumineux qui arrive sur cette interface pour la rencontrer au point d'incidence I. Donc je vais noter ce point-là. Ça, c'est le point I. Or, le milieu ici, d'indice N1, on va l'appeler milieu d'incidence. Et le milieu de l'autre côté, ça sera le milieu d'émergence. Alors tout d'abord, on va tracer la normale à l'interface au point I. Donc j'aurai ici ça, supposons que ça c'est la normale, le point I, voilà. Ça c'est la normale.